Bon, je m'attendais pas à dire ça depuis longtemps, mais il y a des bonnes nouvelles sur le front ukrainien pour l'armée ukrainienne, parce que comme vous le savez, si vous suivez un peu l'évolution du front en Ukraine, les Russes ont fait depuis grosso modo septembre, octobre, novembre, décembre leur plus grosse progression depuis le début de la guerre qui a commencé en février 2022, et ont réussi à prendre des villes stratégiques comme Vuhledar, Velika, Novosilica, et aussi sont en train grosso modo de grignoter autour de Pokrovsk, de Chassivyar, et sont sur le point de prendre Toretsk. Mais on assiste en ce moment un peu à un ralentissement de la progression russe, donc il y a pas mal d'analyses qui peuvent être tirées. Est-ce que les Russes étaient vraiment en train d'envoyer toutes leurs forces à ce moment-là pour justement avoir un maximum de gains avant l'élection de Donald Trump, ou c'est tout simplement un ralentissement en vue de lancer une nouvelle offensive sur le front, ou tout simplement le fait que les Russes sont en manque cruel d'hommes sur la ligne de front, avec d'ailleurs un rapport qui est sorti récemment qui disait que la Russie a perdu plus d'hommes en janvier 2025 qu'elle en a perdu lors de la deuxième guerre de Tchétchénie. C'est pour vous dire le niveau de perte quand même assez incommensurable des forces russes sur la ligne de front, avec une estimation, je pense, un peu à la louche de ce qui est fait par les forces ukrainienne, mais qui est confirmée en OSINT, notamment par des médias comme Mediazona, qui est un média d'opposition russe, qui de manière nominative, via des sources en sources ouvertes, analyse le nombre de morts, et selon eux, on est plus ou moins entre 1000 et 2000 pertes par jour pour la période de janvier 2025, donc 1000 à 2000 pertes. Donc encore une fois, je l'ai répété de nombreuses reprises lors de mes précédentes vidéos, perte signifie blessés plus morts, et dans ces blessés, il y a des blessés qui reviennent au combat après leur période de convalescence, ou d'autres qui peuvent en aucun cas revenir parce qu'ils sont blessés. Mais quand on voit le fait que parfois les soldats russes envoient des soldats blessés tout simplement pour un peu épuiser les drones ukrainiens, on peut se poser la question de savoir si le niveau de blessure est en corrélation avec la capacité de revenir ou pas sur la ligne de front. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc tout ça pour dire qu'on assiste dans une certaine mesure à un ralentissement des opérations russes sur le front de Pokrovsk. Et quand j'étais allé à Pokrovsk début octobre, les soldats avec qui j'avais discuté, j'avais notamment rencontré les soldats de la 15e brigade Karadak et les soldats de la 68e brigade Yager. Ils étaient tous assez négatifs en disant que au bout du compte, la ville de Pokrovsk allait sûrement tomber dans les semaines à venir. Mais bon, force est de constater que Pokrovsk tient toujours. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les Ukrainiens sont toujours en mesure de pousser un peu les forces russes. Donc il est indéniable de dire que les Ukrainiens sont sur la reculade, mais dans une certaine mesure, ont réussi à faire des assauts récemment sur la ligne de front, notamment pour un peu limiter l'avancée russe. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a notamment les Russes qui ont reculé du côté de Koltine, de Pichané, et il y aurait même, selon certaines sources, une offensive sur l'est du saillant, sur Ouspenivka. Et ça, c'est assez intéressant parce que, ce sont des centres logistiques pas décisifs, mais qui sont quand même importants, en tout cas qui vont reculer, ralentir l'avancée russe autour de Pokrovsk, parce que comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a une volonté d'encerclement, c'est ce qu'on appelle le chaudron, et c'est plus ou moins ce que font les Russes en général, c'est qu'ils chaudronnent les villes, donc ils essayent de les contourner par l'est et par l'ouest, et après ils essayent de couper toutes les routes logistiques et asphyxier la ville et la prendre. C'est comme ça qu'ils ont pris Vuhledar, c'est comme ça qu'ils ont pris Avdiivka, c'est comme ça qu'ils ont pris Bakhmut, c'est comme ça en général qu'ils prennent grosso modo les villes qu'ils attaquent. Donc c'est pour ça qu'il y a une volonté des Ukrainiens, comme vous pouvez le voir sur la carte, d'essayer de couper au maximum l'avancée de ce chaudron. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ça prouve que l'armée ukrainienne est loin d'être dans la débandade que l'armée russe essaye de montrer. Au contraire, les Ukrainiens sont sur une reculade qui est quand même contrôlée. Et en fait aussi, il y a un nouveau chef des forces terrestres qui a été remplacé il y a un mois maintenant, qui s'appelle Drapati, qui est un vieux général de l'armée ukrainienne, qui a commencé bien avant la guerre d'invasion de 2022. Il a notamment été un héros en 2014 lors de la bataille de Mariupol. C'est notamment lui qui a lancé les chars à fond de balle sur Mariupol pour récupérer la ville aux mains des forces russes sous couvert de drapeaux séparatistes. Et apparemment, le général Drapati est en train de vraiment réorganiser la ligne de front. Les
échos qui reviennent, c'est de dire que s'il n'arrive pas à colmater le front, alors personne ne vraiment pourra sauver la ligne de front. Mais apparemment, pour l'instant, il aurait des résultats pas trop dégueulasses. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est difficile à dire, hein. Pour l'instant, on est toujours vraiment sur l'observation. Il est difficile encore de tenir des conclusions. Par contre, il y a des signes positif pour l'armée ukrainienne, à savoir d'un côté un ralentissement russe et aussi toujours une capacité de lancer des petites offensives, alors pas des offensives qui vont changer le cours de la guerre, je pense, ou changer la dynamique, parce que c'est quand même les Russes qui sont à l'offensive et c'est les Russes qui sont à l'avantage. Mais c'est toujours quand même positif pour l'armée ukrainienne de pouvoir faire ces petits coups. Et notamment en parlant de petits coups, il y a aussi en fait dans l'oblast de Koursk en Russie, donc si vous vous rappelez bien, il y a 6 mois, les forces ukrainiennes ont lancé une offensive éclair qui a surpris le monde entier dans l'oblast de Koursk. Ils ont pris plus de 1500 km. Entre-temps, les Russes ont réussi à récupérer un peu plus de la moitié. Mais toujours aujourd'hui, après 6 mois, les Ukrainiens continuent à maintenir une présence assez importante de soldats dans cette petite poche de Koursk. Et il est difficile de dire si oui ou non ça a un effet stratégique important. Je pense que seulement l'histoire et le temps nous le dira, parce que il y a deux narratifs qui s'opposent en Ukraine par rapport à cette opération. D'un côté, les soldats disent que ça leur permet d'avoir moins de pression sur le front de Pokrovsk, par exemple, parce que les Russes utilisent plus de 50 000 soldats pour essayer de déloger les 20 000 soldats ukrainiens dans la poche de Koursk. Mais en même temps, d'autres soldats, ou tout simplement des personnes dans la société civile ukrainienne, disent que ces 20 000 soldats, qui sont en plus des soldats de très bonne brigade, notamment la 22e brigade que j'avais rencontrée quand j'avais fait un reportage dans la région de Soumy lors de l'été de la contre-offensive, qui aurait pu peut-être être utilisé pour combattre sur le front de Pokrovsk. Mais bon, ça l'histoire nous le dira. Moi je suis plus de l'école qui dit que 20 000 soldats qui arrivent à bloquer 50 000 soldats qui auraient de toute manière été utilisés, que ce soit à Kharkiv, que ce soit à Soumy ou que ce soit à Pokrovsk, c'est toujours ça de gagner et les Russes détruisent leur territoire et pas le territoire ukrainien, donc c'est toujours bénef. Mais tout ça pour dire que quand même les Ukrainiens ont réussi à faire une petite avancée dans l'oblast de Koursk. Alors c'est très symbolique, hein, et en plus c'est arrivé l'anniversaire des 6 mois de l'offensive, donc c'est purement politique, c'est purement symbolique, il n'y a aucune logique stratégique derrière tout ça, mais ça met du baume au cœur, les Ukrainiens sont contents, et surtout en fait Zelensky l'a rappelé la semaine dernière que Koursk sera un élément décisif lors des négociations, s'il y a négociations entre la Russie et l'Ukraine cette année potentiellement, en tout cas sous la pression de Donald Trump. Donc c'est politique, mais en tout cas ça montre que toujours aujourd'hui les Ukrainiens ont, après 3 ans de guerre, et c'est quand même extraordinaire, toujours du répondant et sont capables de mener, comme je l'ai dit, des opérations certes relativement limitées, mais qui ont quand même leur importance et qui montrent que l'armée ukrainienne n'est pas en reste et est toujours dans une capacité d'offensive, de contre-offensive et aussi tout simplement de reculade et de front maîtrisé. Donc ces bonnes nouvelles du front s'accompagnent aussi d'autres nouvelles qui sont assez réjouissante pour l'armée ukrainienne. D'un côté, ils ont finalement reçu les Mirage 2000 qui ont été promis par la France en juin 2024, si je me rappelle bien. Donc ça prouve que quand même, les Français, quand ils font des promesses, peuvent les tenir. Donc on ne sait pas combien de Mirages ont été envoyés, mais on parle d'un lot de Mirages qui a été envoyé à l'Ukraine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le tout couplé avec 90 recharge de missiles patriotes qui ont été donnés par Israël, et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, donc je vous invite à la regarder, où je parle un peu des raisons pour lesquelles Israël les a donnés, parce que c'était la première fois depuis 3 ans que Israël donnait vraiment des armes à l'Ukraine. Et tout ça, c'est une très bonne nouvelle pour le ciel ukrainien parce que les Mirage 2000 vont faire exactement les mêmes missions que font actuellement les F-16, à savoir essayer de repousser d'un côté l'aviation russe en deçà d'une certaine limite et du coup limiter notamment l'usage des bombes planantes. J'ai aussi fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Et aussi contrecarrer les attaques de missiles russes sur le sol ukrainien parce que la Russie tous les mois utilise entre 100 et 150 missiles balistiques contre la population ukrainienne. Alors parfois ils utilisent ça contre des sites militaires, mais aussi souvent contre les populations civiles ou contre par exemple les centrales électriques civiles, ce qui fait qu'il y a des grosses coupures d'électricité en Ukraine, ce qui pose un problème et ce qui fait froid. Par exemple, là je suis à Kiev en ce moment et bon, il fait pas trop froid, mais il y a quand même des coupures d'électricité assez fréquemment, donc c'est pas non plus très agréable pour la vie et le quotidien, sans parler bien sûr du fait que se faire réveiller à 6 heures du mat par une attaque missile balistique, c'est pas le meilleur réveil qu'on puisse avoir ou le truc le plus cool à avoir quand on se rend au taf à 6 heures du matin dans le froid.
Donc le fait d'avoir d'un côté des recharges de missiles Patriot et de l'autre des F-16 et des Mirage 2000, ça permet aussi d'assurer une meilleure protection du ciel ukrainien, ce qui est quand même très positif pour l'Ukraine. Tout ça dans un contexte particulier où en fait on n'est pas vraiment encore sûr du plan de Donald Trump. Je suis même pas sûr que Donald Trump soit vraiment sûr de son propre plan et je suis même pas sûr que Donald Trump ait lui-même son plan ou un plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine. D'un côté, il dit qu'il veut mettre pression sur la Russie de Vladimir Poutine en faisant baisser le prix du baril du pétrole. On verra ce que ça va donner. Il dit aussi que peut-être qu'en échange des terres rares que l'Ukraine a sur son sol, il armera l'Ukraine. Donc on repasse dans une vision très transactionnelle des relations internationales, ce qui n'est pas une mauvaise idée, hein, dans une certaine mesure. L'Ukraine, qui a aussi une vision assez transactionnelle de ses relations, pourra de manière assez intelligente troquer dans une certaine mesure les richesses qu'elle a sur son sol. Donc on verra ce que ça va donner tout simplement. Donc c'est un contexte assez shaky. On ne sait pas encore dans quel sens va tourner l'histoire. Donald Trump est très imprévisible. Pour l'instant, franchement, on marche à tâtons, on est des aveugles qui marchons à tâtons, mais en tout cas, il y a des signes toujours positifs du côté ukrainien qui arrivent continuellement, toujours après 3 ans de guerre, à opposer une résistance farouche contre les forces d'invasion de la Russie en Ukraine, et aussi à mener des opérations, comme je l'ai dit, limitées, mais qui sont toujours symboliques, politiques, qui donnent du baume au cœur, et le moral, c'est ce qui fait tout dans la guerre. Donc on verra ce que ça va donner, l'histoire nous dira si oui ou non c'était des bonnes idées. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours positif de pouvoir montrer que l'Ukraine arrive à combattre les forces russes. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, mettre des likes, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.